Chers amis de TV Liberté, nous filons au cinéma comme chaque semaine et nous n'avons pas grand-chose à vous proposer à voir. Nous avons plutôt 3 films sur lesquels nous allons cogner. Le premier d'entre eux, c'est L'amante religieuse. Vous avez été un certain nombre sur Internet à dire que c'était vraiment fantastique et donc j'ai dû aller le voir parce que il s'appelle L'amante religieuse. J'ai dû aller le voir, je ne voulais pas, je n'en avais pas envie et j'ai beaucoup d'intuition quand j'ai des pieds de plomb pour aller voir un film, c'est que ça ne marche pas. Et d'ailleurs, on peut peut-être regarder tout de suite la bande-annonce. Et on regarde tout de suite la bande-annonce. Je vais peut-être camper le décor d'abord parce que la bande-annonce est assez dure. Hein. L'amante religieuse, eh bien, c'est l'histoire d'une jeune artiste qui se définit comme sado-maso-névrosée. Elle a oublié droguée, qui prend son... C'était compris dans la névrose. Qui prend conscience de son état de vie de pétasse, ce sont ses propres termes, après un sermon d'un jeune prêtre merveilleux, le père David, sur Marie-Madeleine. Ce père va lui redonner confiance, il va, comme selon sa propre expression très jolie, réveiller la princesse qui est en elle, mais elle se jure de séduire ce prêtre et de l'avoir dans son lit. Sujet éminemment pénible. Il faut savoir que cette artiste s'appelle Jézabel. Et c'est très intéressant parce que Jézabel, dans la Bible, c'est la femme du roi Akab. Et il est dit... C'est la séductrice. C'est la séductrice et elle excitait son mari à faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et maintenant, voilà la bande-annonce. Allô? C'était qui? C'est mon père, il est mort. Seigneur, nous te prions pour que tu transformes nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Jézabel, laisse-moi te présenter le père David. Père David? Je vais en faire qu'une bouchée. Je voulais vous présenter Jézabel, qui est peintre. Peintre bisexuel, névrosé, alcoolique. Bonjour madame. Tu vois pas que cette fille, elle est noire, elle sent le soufre. Dégage. Baise-moi. Croyez-vous en Dieu? Non. Lui, pourtant, il croit en vous. Tu sais quoi, curé, je me dégoûte. Je crois que je suis une poupée cassée et j'ai 600 ans. T'as mangé? Non. Je n'arrive plus à prier. Pourquoi t'es devenu prêtre? La lumière brille même dans les ténèbres. Délivrez-moi de cette femme. Sauve-moi. S'il te plaît. Alors, vous avez vu, chers amis de TV Liberté, combien ces scènes sont dures, vraiment dures. Alors, il y a 2 parties. Il y a la partie où l'on voit vivre cette jeune femme et toutes les catastrophes qu'elle entraîne. Et puis la deuxième partie où elle retrouve plus ou moins le chemin de l'Église et le chemin du bien et j'ai envie de dire le chemin de la sérénité. Mais c'est un film absolument tragique. Alors il faut parler un peu de la réalisatrice, oui, qui est une femme, c'est Nathalie Sarraco, qui est une femme qui a eu une expérience douloureuse dans sa vie. Elle a eu un très très grave accident et elle s'est vue mourir et elle a eu... elle était d'éducation chrétienne et elle a eu une apparition, raconte-t-elle, du Christ en pleurs
et le Christ lui disant combien elle était aimée de lui. Et une fois guérie, une fois revenue à la vie, cette femme a décidé de faire quelque chose et d'exprimer en quelque sorte ce retour à l'amour du Christ. Mais c'est extrêmement naïf. Le jeune prêtre, le père David, est magnifique. Il est magnifique d'abord d'intelligence, de spiritualité, de profondeur. Ce qui est déjà bien, parce que quand de même, charité. Macheran, en général, à la télévision et au cinéma, on est habitué à voir des prêtres qui sont au mieux gentillets, mais généralement assez stupides. Comme dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Donc, plaignez-vous d'avoir un prêtre qui incarne quelque chose. Mais vous savez, je suis très exigeante, vous le savez. Alors, il y a un prêtre magnifique, mais si vous voulez, le voir rentrer sous la coupe de cette jeune femme est totalement improbable. Surtout quand elle s'appelle Jézabel. Surtout quand elle s'appelle Jézabel. Non, mais surtout qu'elle est tellement visible. Sa tentative de séduction est tellement grosse que penser que ces jeunes prêtres n'ont pas conscience du danger, ça serait faire fi de cette année d'études et de quelques conseils qu'on leur a donnés. Et puis d'une vraie conviction. Parce que c'est un grand classique, hein, les femmes névrosées qui veulent séduire des prêtres, c'est un classique. Et puis c'est le sacrilège parfait. Par la femme que vient le mal, parce que la femme est mauvaise, alors que l'homme qui est naturellement bon s'est laissé corrompre par une femme qui est évidemment une éminente pécheresse. Lui n'y est pour rien. Oui. Lui n'est que la victime expiatoire de cette pécheresse qui cherche à racheter son salut à la fin. Donc tout ça est quand même légèrement caricatural. Voilà, c'est légèrement caricatural. Et puis, si vous voulez, les plus critiqués là-dedans sont les catholiques, la vilaine chef de chorale qui renvoie l'artiste, et la mère abbesse, qui est merveilleusement jouée par Geneviève Casil, qui va accueillir la pécheresse et lui pardonner, alors qu'elle a tout de même provoqué un certain nombre de drames et de morts. Je n'en dis pas plus, bien que ce n'est pas l'envie qui m'en démange. Voilà, donc c'est un film dur. J'ai pas... Dieu merci, l'honneur est sauf, l'honneur de ce prêtre est sauf. J'ai vraiment été très... C'est un film qui rend malheureux. Et si on a envie de se faire un petit peu de mal, on peut aller le voir. Voilà. C'est d'ailleurs une excellente transition, parce que moi-même je suis allé voir Maxime. un film qui fait mal, oui. Qui s'appelle Les Poings contre les murs en français. Vous voyez, pour une fois je ne cite pas le titre anglais, qui est une histoire. Alors la bande-annonce était nullissime, puisque c'est l'histoire d'un jeune homme de 19 ans qui est donc mineur en Angleterre, qui arrive en prison, et je m'attendais à suivre une vie de prisonnier un peu bécassonne entre viol collectif sous les douches, drogue, trafic en tout genre. Vous êtes très au courant de la vie en prison, Maxime. Non, enfin, je sors les grosses caricatures qu'on s'attend à voir. Et même pas du tout. En réalité, c'est beaucoup plus fin que ça, puisque c'est l'histoire d'un jeune garçon de 19 ans qui arrive donc en prison parce qu'il a tué manifestement quelqu'un, qui est évidemment un garçon jeune, à fleur de peau. Et en fait, on comprend qu'il arrive en prison, dans cette prison en particulier, pour retrouver son père, qui lui-même est en prison à vie pour plusieurs meurtres. Et donc, en réalité, c'est l'histoire d'un jeune garçon dont on comprend qu'il est devenu... alors, c'est toujours l'éternelle histoire de la méchante société qui est à l'origine du dérapage des enfants, mais qu'il est devenu un délinquant, à la fois parce qu'il était livré à lui-même dans des familles d'accueil, et en même temps pour marcher sur les traces de son père, qu'il espère conquérir. En fait, il essaye de comprendre pourquoi son père l'a abandonné, et il espère qu'en devenant prisonnier, en étant comme lui, son père veuille enfin de lui. Voilà le contexte un petit peu... familial ou sociologique du film, et en réalité c'est un échec parce que ce garçon se retrouve en prison, il se rend compte que son père est habitué à vivre dans un monde dont il est un peu le chef, c'est le prisonnier respecté, mais son père ne l'aime pas pour autant, même il le rejette. Le fils lui-même se rend compte que le père qu'il a adulé n'est pas le héros, ou en tout cas le simili-héros qu'il aurait espéré trouver.
Et ce fils se trouve pris dans une deuxième intrigue qui est celle d'un groupe de parole qui aide les prisonniers à s'en sortir, qui leur permet de canaliser leur colère, etc. Et dont le chef est un bénévole qui finit par être pris justement dans cette bataille entre le père et son fils et à se faire renvoyer par les autorités de la prison qui sont, on le comprend, composées de gens qui sont bêtes et qui pensent que les prisonniers ne sont que des animaux sauvages qu'il s'agit de canaliser en attendant qu'ils meurent naturellement. Donc ça c'est le côté dialectique un peu bien pensante gauche-droite que vous connaissez par cœur. Toujours est-il que à la fin il se passe quelque chose qui nous en dit long sur l'amour de ce fils et de son père, qui nous permet de voir que le rejet n'est pas si évident que ça et que la réalité est toujours beaucoup plus complexe dans les relations père-fils, surtout quand elles sont aussi distendues et qu'elles reposent sur une approche aussi peu courante, dirais-je. Alors, donc cette histoire-là est finalement plutôt réussie. On reste quand même un petit peu sur sa fin. Le climat de la prison est très bien rendu. On voit les affrontements de gens qui essayent de se tuer. Le petit est 2 fois menacé de mort. C'était éminemment bien joué. Malheureusement, on n'en apprend pas tellement sur cette réalité du prisonnier qui échappe au film. L'histoire du père et son fils ne prend qu'à moitié à mon sens, et puis on entend le mot « fuck » un nombre de fois absolument hallucinant, puisque c'est un mot qui est prononcé au moins une fois par phrase. Il y avait un autre film où il y avait fuck comme ça tout le temps. Ah mais là c'est x10. On l'avait C'était dans le Loup de Wall Street, qui était prononcé 50 ou 60 fois. Là je pense que la barre des 1000 fois est allègrement franchie, puisque pour chaque objet on parle par exemple de la fucking banane, ou de la fucking barre chocolatée, ou du fucking groupe de parole, ou du fucking dad, ou du fucking son, ou du fucking surveillant, sans oublier la fucking prison, ou encore les fucking amis. Donc c'est un mot qui revient comme une rengaine. C'est beaucoup plus subtil que je le pensais au départ, c'est très violent. On peut le voir, c'est malheureusement, à mon avis, pas un chef-d'œuvre, parce que encore une fois, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas poussées jusqu'au bout et qui auraient permis de faire de ce film une vraie introspection sur un jeune homme qui se retrouve en prison et qui nous donne de la prison autre chose que l'image, encore une fois, des problèmes de sexe ou de drogue. Ça va quand même au-delà. Le second, c'est Black Call. Alors Black Call, c'est le film dont on parle puisqu'il a eu l'Ours d'Or au Festival de Berlin. C'est un film chinois. Ce qui est assez audacieux, et c'est une histoire policière. Alors, on a vu des centaines d'histoires policières. L'histoire, c'est qu'au début, on se met à découvrir dans plusieurs usines de charbon, ou équivalent de charbon, des morceaux d'êtres humains. Et on cherche ce dont il s'agit. Et au fil du temps, au fil de l'enquête, on se rend compte que c'est une femme qui est poursuivie par un homme qui élimine en fait de sa vie tous les hommes qui tournent autour de la femme. Donc un criminel en série, mais pas vraiment, parce que la femme elle-même n'est pas tout à fait innocente dans l'histoire. Alors il faut aller le voir en chinois, bien entendu, pour saisir l'intégralité du film. Pour moi, c'est un peu un échec au sens où j'ai l'impression d'avoir vu ça des centaines de fois. Il y a aussi une très grande violence dans le film, notamment il y a des morts, un méchant qui tue des policiers d'une façon... C'est toujours très très violent. Très brutal, très frontal surtout, il y a du sang qui gicle, ça manque un petit peu de finesse. Et puis, en fait, j'ai eu l'impression de voir un film des années 50. Pour être tout à fait honnête, avec notamment, il y a un moment où on passe de 1999 à 2004, ce qui est aussi une époque de changement radical pour la Chine. Et en fait, le changement se fait d'une manière que j'ai trouvée très archaïque, puisque on est en voiture, on est en voiture, la caméra dans la voiture, donc on voit la route complètement enneigée, et la voiture se tourne sur elle-même, donc toujours caméra face à la chose. On fait caméra un tournant à 360, mais dans la voiture, donc le tournant n'est pas très élégant. Et là, s'affiche la date 2004.
Donc après une séquence qui dure peut-être 45 secondes de vue sur un tunnel enneigé, dont j'ai du mal à comprendre la pertinence. Et à la fin, on voit des feux d'artifice qui jaillissent d'un immeuble et des pompiers qui arrivent pour éteindre le feu d'artifice. Mais ça s'arrête net, on ne comprend pas tellement le pourquoi de la chose. Donc beaucoup de changements comme ça qui se font par des gros plans. Il y a un moment aussi une femme qui fait partie des méchants, qu'on voit se jeter dans une baignoire, tout habillée, et rire. Et on a le gros plan du rire avec ses dents tout abîmées pendant 30 ou 40 secondes. J'ai eu l'impression de voir un méchant dans James Bond dans les années 60. Et du coup, je trouve que le film est à la fois hyper violent et pas très raffiné, avec beaucoup de ficelles très très grosses. Enfin, bon, l'enquête policière ne prend pas et l'histoire d'amour ne prend pas vraiment non plus. Donc on peut aller le voir parce que c'est un film chinois et que ça ne court pas les champs. Mais très franchement... En tout cas, aucun de nos films, aucun des 3 films ce matin n'est à voir en famille. Ça, c'est une certitude. Donc on pourra se concentrer sur les films qui sont toujours projetés et qui, eux, fonctionnent. On les connaît par cœur. Et on peut d'ailleurs redire que Christeros passe toujours. Et donc c'est l'occasion d'aller le voir. Absolument. Et moi j'insiste sur le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, que je conseille à tous mes amis, et tous mes amis en reviennent ravis. En me disant qu'effectivement le livre était nul, mais que le film est réussi. Donc on ira voir le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Vous avez tout à fait raison, Maxime, de rester positif. Et chers amis de TV Liberté, la semaine prochaine, nous allons tâcher de vous proposer de bons films. À la toute prochaine séquence, je lis, donc je suis de Perles de Culture. Amis TV Liberté, dans cette chronique Je lis donc je suis, j'ai la joie de recevoir Farida Belgoul. Bonjour Farida. Bonjour Anne. Pour un livre très, très étonnant, une bande dessinée encore. Une bande dessinée. Un livre jeunesse plutôt. Parce que... livre jeunesse, absolument. Oui, vous avez vraiment raison. Une bande dessinée. Non, c'est pas vraiment une bande dessinée. Vous avez raison. Papa porte un pantalon et maman porte une robe. C'est une très jolie histoire, très très jolie histoire, qui concerne malheureusement un problème crucial, brûlant de notre temps. Vous aviez fait déjà des films, des vidéos, mais vous n'aviez pas écrit encore de livre, Farida. Si, j'ai écrit un premier roman qui, d'ailleurs, à sa sortie, était primé prix du premier roman de l'époque. Ah oui. Et ça m'avait, à l'époque, en 1986, extrêmement étonnée, figurez-vous, parce que je n'appartenais, comme maintenant encore, à aucune coterie. Et le jury des grands prix littéraires avait désigné ce premier roman comme le prix de l'année du premier roman. Et il s'intitule Georgette. Très bien. Georgette, il a été épuisé, il est paru la première fois en 86, et là, Contre-Culture vient de le rééditer. Et ça raconte quoi ? Ça raconte une journée d'école, figurez-vous. Vous voyez, on est resté fidèle à ses préoccupations. C'est une journée d'école d'une petite fille, prise entre le regard que porte la maîtresse sur elle et l'enseignement de son père. Et elle se demande, entre le grand écart qui existe de l'un à l'autre, qu'est-ce qu'elle doit, elle, décider d'être. Alors elle a, par affection et aussi par reconnaissance, envie d'être l'héritière de son père. Qui est ? Alors, dites-moi plus sur ce père. Ce père, c'est un immigré qui lui transmet les valeurs traditionnelles. Et ces valeurs traditionnelles, ces principes traditionnels se trouvent totalement heurtés par les contre-principes de la maîtresse à l'école. Et donc, elle navigue de l'un à l'autre en essayant de trouver sa boussole et à partir de là, déterminer qui elle suivra. Parce qu'il faut bien suivre quelqu'un. Et ça, on le dit jamais assez. Mais donc ça ressemble un peu à ce qui nous arrive aujourd'hui, hein, figurez-vous. Mais c'est d'abord le drame du déracinement et du choc des cultures. Oui, et au-delà de la lutte de la modernité contre la tradition, parce que finalement, ce support historique de l'immigration nous permet de poser aussi les questions en termes beaucoup plus universels. Si l'immigration nous apporte une certaine forme de la tradition, elle se trouve heurtée en Europe et en France par les contre-principes, notamment à l'école, et on le voit en ce moment avec l'affaire de la théorie du genre, les contre-principes de la modernité.
La modernité qui entend opérer des fractures, des ruptures entre les générations. La modernité qui entend conduire la jeunesse vers la liberté absolue et sans frein, qui nous l'a conduit finalement dans l'illettrisme, qui nous l'a conduit dans la grossièreté, qui nous l'a conduit aussi dans l'incivilité. Et le seul remède, le seul recours que la jeunesse peut avoir, c'est de se retourner éminemment et respectueusement vers les anciens et prendre ce qu'il faut chez eux pour être de nobles héritiers. Alors, ce deuxième ouvrage, Papa porte un pantalon et Maman porte une robe, comment l'idée vous est venue d'écrire cela ? Eh bien, écoutez, c'est tout à fait simple. J'étais engagée dans cette résistance où on me connaît maintenant beaucoup sur la théorie du genre avec la journée de retrait de l'école. Et j'ai voulu aussi intervenir sur le plan culturel. Il me semble que l'idéologie du genre est en train de saper notre civilisation partout, dans toutes les institutions, en particulier à l'école, qu'il nous faut intervenir de manière active à l'école avec ces journées de retrait, mais qu'il nous faut aussi intervenir sur le plan culturel. Parce que sur le plan culturel, je me suis rendu compte que les lobbies LGBT, l'idéologie du genre, aujourd'hui est présente dans toutes les maisons d'édition et produisent quantité de livres qui doivent remettre en cause les fameux stéréotypes de genre. Et comme moi, je suis quelqu'un qui veut les nourrir, ces stéréotypes au bon sens du terme, et bien lorsque j'ai vu ce livre « Papa porte une robe », je me suis dit non, ça, c'est pas possible. Je vais donc écrire le contrepoison, c'est « Papa porte un pantalon ». Alors, vous connaissez bien le milieu scolaire, puisque vous avez été vous-même... Je suis toujours officiellement enseignante. Enseignante pendant 20 ans. Et vous décrivez une situation archi courante dans les écoles primaires, la préparation d'un carnaval. Donc un carnaval, tout le monde se déguise. Et que se passe-t-il? Il y a un problème, il y a un drame. Dans le sac au costume, il ne reste plus qu'un seul costume, une robe de princesse, et celui qui doit avoir un costume, c'est un petit garçon. Donc en fait, tout le monde s'est précipité vers le sac à costume. Et Guillaume, qui est un élève bien sage, attend toujours que la mêlée se termine pour pouvoir enfin noblement aller chercher sa part. Il se comporte toujours comme ça. Et donc le voilà, le dernier servi, il fouille dans ce sac à costume et il en sort une robe de princesse pour un petit garçon. Et donc l'histoire raconte comment Guillaume et Ibrahim, qui est son meilleur ami à la classe, vont essayer de se sortir de cette ornière et sur qui ils vont pouvoir compter, parce que manifestement, la maîtresse, qui est une femme très gentille, n'arrive pas à comprendre pourquoi ça choque les petits garçons que de porter une robe. Alors, c'est très joli parce qu'il y a des notations. Vous dites « Guillaume pousse un cri tellement effrayant que même le perroquet de la classe en est étonné et craintif. » Oui, ils ont des amis dans tout l'univers, ces enfants-là, évidemment, puisque nous le savons tous au fond de nous-mêmes que les enfants sont des anges, donc ils sont en parfaite harmonie. Et le perroquet vient représenter là, justement, ce qui, dans l'univers, soutient ses enfants. Et... il y a une solution. Il y a une solution. Les mères trouvent toujours une solution. La solution est toujours du côté des mères. Nous n'en dirons pas plus parce que je ne veux pas couper le suspense. Mais c'est vrai que votre livre explique vraiment bien ce forcing et cette inconscience des maîtresses. Est-ce que je crois que vous en avez rencontré pas mal, je crois que vous connaissez bien le sujet. Pourquoi cette inconscience des maîtresses? Elles ne sont pas assez formées, parce que tout de même, travaillant avec des enfants, elles doivent savoir que les petits garçons sont des petits... La plupart des petits garçons sont des petits garçons, la plupart des filles sont des filles, et que ceux qui ont des problèmes, ou qui ont en effet des angoisses, sont en toute petite minorité. Oui, puis ce sont des gens perturbés, voilà, dont on ne peut pas tirer de la norme. Voilà. Non, nous sommes évidemment dans un monde où la norme doit être celle de la minorité et non celle de la majorité. Mais pourquoi ces maîtresses acceptent aussi facilement cette idéologie? Comme elles ont accepté tout le reste avant, elles ont accepté la méthode globale, alors qu'il fallait évidemment la refuser. Je fais partie des enseignantes qui se sont levées aussi contre cette méthode et qui proposent d'en revenir à la méthode syllabique. Bon, elles ont accepté ça. Elles ont accepté qu'on fonctionne par projet à l'école et que la transmission des connaissances ne soit plus l'objectif prioritaire. Et de la même façon qu'elles ont accepté ça, elles acceptent aujourd'hui l'idéologie du genre. Et comme elles l'acceptent, eh bien elles sont aussi, pour se défendre elles-mêmes vis-à-vis d'elles-mêmes, dans le déni.
La peur joue aussi un rôle, la peur de la hiérarchie, la peur d'être mal noté, de l'inspection. Et tout ça mis ensemble, eh bien, ça nous amène à ce que nous ayons en grande majorité des enseignants et des institutrices qui sont complètement les instruments du pouvoir, de l'idéologie du genre. C'est malheureux. C'est malheureux parce que finalement, elles oublient en classe qu'elles sont des mamans. Elles prétendent aux parents qu'elles ne l'oublieront pas, mais on sait par expérience, l'histoire est là pour le prouver, qu'à chaque fois qu'une institutrice doit se lever contre une procédure officielle, elle se retrouvera en difficulté. Et donc il faut beaucoup de courage aujourd'hui pour dire non à cela, et il n'y aura pas beaucoup de gens qui auront beaucoup de courage. C'est aussi une norme cela, que de voir que les gens courageux sont moins nombreux que les autres. Vous avez constaté d'ailleurs que le mouvement s'accélérait et que l'on proposait aux enfants des films pernicieux. Oui, là ce matin, avant de venir vous voir, Anne, j'ai eu un coup de fil encore d'un père vraiment désemparé, désespéré, très lucide. Il fait partie de ces rares hommes qui ont décidé de se battre et qui ne sont pas du tout dans le déni. Et il m'expliquait que définitivement, il allait sortir son enfant de l'école, qui a 4 ans et demi, alors que moi, j'ai jamais proposé qu'on sorte définitivement les enfants de l'école. J'ai proposé qu'on fasse une action ponctuelle d'une journée de retrait par mois pour manifester notre détermination à éduquer nos propres enfants. Mais lui, il est complètement arrivé au bout du chemin parce que dans son école et dans la classe de son fils première année quand même de maternelle, on a présenté le baiser de la lune alors même que les parents encore une fois n'ont pas été mis au courant. On nous demande de dialoguer, mais dialoguer avec qui? Puisque nous ne sommes jamais interpellés sur les questions qui concernent justement par exemple l'idéologie du genre qui est diffusée à l'école. Donc lui, son enfant rentre à l'école, à la maison pardon, et il lui dit qu'il veut être une fille alors que c'est un petit garçon et qu'il aimerait ce soir mettre du vernis à ongles. Le père est épouvanté et finit par prendre la décision que j'aurais prise à sa place, ça je le reconnais, c'est qu'il n'ira pas à la rentrée, prochaine à l'école, ils trouveront à l'école publique, ils trouveront une autre solution. Quelle est l'histoire de ce baiser de la lune? Alors l'histoire de ce baiser de la lune, c'est un dessin animé dont l'auteur homosexuel a voulu nous faire partager sa vision du monde, alors la faire partager jusqu'aux enfants les plus petits. Donc il a fait un dessin animé qui s'adresse aux tout petits, et c'est l'histoire de 2 petits poissons mâles qui vivent une histoire d'amour extraordinaire et qui doivent à l'école faire comprendre aux enfants qu'il faut œuvrer pour l'égalité. Et l'égalité passe par l'acceptation de ces différentes orientations sexuelles telles qu'en parle le ministère. Et nous allons donc faire la promotion, notamment au travers de ce film, de l'homosexualité, de la bisexualité, de la transsexualité. Alors tout ça c'est bien joli, mais la question qui se pose c'est quand même celle-ci. Envoyons-nous nos enfants pour parler de sexe et a fortiori de toutes les combinaisons sexuelles possibles? Nous ne pensons pas que la majorité des Français ou des parents dans le monde envoient leurs enfants pour ces objectifs-là, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes dans cette impasse. Et à cet égard, Anne, si vous me le permettez, j'aimerais dire quelque chose. Il y a des personnes aujourd'hui, défenseurs de la famille, qui viennent se focaliser sur le seul problème de l'ABCD de l'égalité. Je dis que c'est un piège. Les parents ne doivent pas croire que l'idéologie du genre se limiterait au seul ABCD de l'égalité et qu'il suffirait de retirer cet ABCD de l'égalité pour que les enfants soient désormais en sécurité quant à leur pudeur et leur intégrité. Ce n'est pas vrai. L'ABCD, c'est jusqu'à X, Y, Z. L'ABCD est une forme de l'idéologie du genre à l'école. Nous devons demander, exiger le retrait de toute l'idéologie du genre sous toutes ses formes. Et ceux qui prétendent qu'il suffirait de retirer l'ABCD de l'égalité aujourd'hui sont en train, non plus d'enfumer parce que nous sommes passés à l'état supérieur, mais sont en train de goudronner à la Lucky Luke les parents. On est effarés. Alors, les envoyer où? Les sortir d'une certaine école publique, mais les envoyer où? Parce qu'il y a aussi des écoles catholiques qui se permettent de répandre cette idéologie-là. Oui, absolument. Anne, vous avez tout à fait raison. On a des témoignages, qui sont malheureusement de plus en plus nombreux, qui nous viennent d'écoles catholiques sous contrat, où l'on voit la mise en œuvre dans ces écoles sous contrat catholiques de l'idéologie du genre. Alors effectivement, la question se pose, les envoyer où? Eh bien écoutez, nulle part, finalement. La seule solution, c'est le combat. Nous devons nous battre. Nous devons
devons nous battre lorsque nous sommes à l'école publique, nous devons nous battre lorsque nous sommes dans des écoles catholiques sous contrat. Et nous devons, pour nous battre, comprendre que seuls les parents vont pouvoir gagner s'ils s'unissent. Et à cet égard, j'appelle une fois de plus, vous le savez, catholiques et musulmans, parents catholiques et musulmans, sur ce point des enfants, à être ensemble pour l'emporter. Merci beaucoup Farida Belgoul. J'invite vraiment les téléspectateurs à lire ce joli livre avec ce format à l'italienne. Papa porte un pantalon et maman porte une robe, aux éditions RED, R-E-I-D. On le trouve aussi sur le site, votre site internet. On le trouve surtout. JRE, Journée de retrait de l'école, JRE2014.fr. Voilà, parce qu'on a peu de libraires qui ont le courage de distribuer un titre aussi fasciste, figurez-vous. Donc, ce livre est surtout disponible. Le fascisme se niche partout. Ce livre est surtout disponible sur notre site, la boutique de notre site. Il en coûte 15 € et c'est un excellent moyen de démarrer une conversation sur le sujet. Merci beaucoup Farida Belgoul de toute cette force combattante qui vous anime et que vous savez faire partager. Merci Farida Belgoul. Amis de TV Liberté, pour cette rubrique Touche pas à mon patrimoine, je vous invite à une promenade dominicale dans un lieu que j'aime particulièrement, qui est le parc de loisirs France Miniature. C'est à 10 minutes de Versailles, 20 minutes de la Porte d'Auteuil. C'est un parc qui nous offre 160 monuments de France à l'échelle de 1/30e, disséminés dans un parc avec des paysages délicieux, avec des rivières, des lacs, des mers, des océans. Et c'est un fantastique tableau de la richesse architecturale de la France. Alors, quelles sont ces jolies, très très jolies maquettes? Eh bien, principalement les églises, les cathédrales. Alors, je vais vous en citer quelques-unes parce que je ne résiste pas au plaisir, parce que les voir comme cela en maquette, c'est inouï. Les cathédrales d'Amiens, de Coutances, d'Albi, de Strasbourg, de Reims, d'Orléans, Notre-Dame de Paris, Sainte-Anne-d'Auray, les abbayes, Fontfroide, Senanque, Fontevraud, Faux-Gombault, la Grande Chartreuse, et puis, bien sûr, les châteaux, notre merveilleuse kyrielle de châteaux que le monde entier nous envie, les châteaux de la Loire, mais tous les autres aussi. Vaux-le-Vicomte, Versailles, Chambord, Chenonceau, les Hospices de Beaune, et puis les grands lieux comme le Mont-Saint-Michel, les collines, la colline de Fourvière, couronnée par Notre-Dame de Fourvière. Et puis des ponts, le pont du Gard, le Stade de France, le grand Stade de France. Enfin bref, il y en a absolument pour tout le monde. Le Gros Horloge de Rouen. Il y en a pour tous les esprits, pour tous les goûts. Mais tous les goûts, tous ceux qui sont épris du grand goût français. Je vous avais évoqué une cassette, un CD de photos à la recherche de l'âme de la France, terre des arts. Eh bien, si vous voulez, c'est vraiment le complément de ce travail. Il y a aussi à côté des attractions pour les enfants quand ils ont fini leur promenade. Donc je vous invite à aller voir, d'abord à regarder cette bande-annonce de ce lieu béni des dieux.
Voilà, c'était une invitation à aller au parc France Miniature. C'est tout près, vraiment tout près de Paris. Et je vous signale qu'à côté, il y a la base nautique de Saint-Quentin en Yvelines. Donc, s'il fait très chaud, on peut toujours aller se baigner dans cet endroit qui est lui aussi bien joli. Voilà, chers amis de TV Liberté. À très bientôt, à la semaine prochaine, pour une nouvelle chronique de Perles de culture.